Bonjour à tous, Ezekiel Renker, votre professeur de mathématiques aujourd'hui pour vous accompagner avec Estelle de chez Casio Éducation qui sera notre modératrice et qui m'accompagnera aujourd'hui avec vous pour essayer de vous donner un coup de pouce, un coup de main pour préparer au mieux l'épreuve du DNB de mathématiques 2023. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de monde qui arrive, donc ça fait plaisir de vous retrouver aussi nombreux aujourd'hui. Donc, le programme, quand vous êtes inscrit, vous avez dû le remarquer, il y aura plusieurs sessions d'ateliers de ce type-là dans les semaines à venir. Donc, la semaine prochaine, on reprendra ce même sujet et de mémoire, le 14 juin, on proposera un autre sujet, une correction d'un autre sujet de brevet blanc. Pas de brevet de DNB qui est tombé l'année dernière. Voilà. Donc, avant de commencer et de répondre aux éventuelles questions, n'hésitez pas à envoyer un message via les emails que vous avez de Casio Éducation. Si vous avez des questions par rapport au travail qui aura été fait aujourd'hui, je tâcherai d'y répondre évidemment. Et pendant la session de cet après-midi, si vous avez des questions, faites un petit mot dans le chat. En bas à droite, vous avez une rubrique où vous pouvez laisser vos messages. Alors, j'essaierai d'y répondre directement. Si je ne vois pas passer le message, Estelle me fera un petit coucou pour me demander de revenir sur un point ou répondre à une question particulière. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit mot et je tâcherai de répondre au maximum de vos questions. Voilà. Alors, avant d'attaquer ce sujet 2022 que les élèves de France métropolitaine et d'Antilles-Guyane ont pu avoir l'année dernière lors de l'examen du brevet, je voulais vous parler de quelques petites choses pratiques à réaliser pour que l'épreuve se passe du mieux possible. Donc déjà, le jour de l'examen, vous ne viendrez pas avec vos propres feuilles pour répondre, pour faire votre évaluation. Les feuilles seront fournies par l'Éducation nationale. Pardon. Donc, ce que je vous conseille de faire les quelques 10 minutes avant le début de l'épreuve officielle, vous aurez déjà vos feuilles réponses sur la table. Donc, pensez à compléter déjà les en-têtes de 2 copies doubles, par exemple, en mettant bien les noms, prénoms, numéros de candidats, numéros de série, etc., qui vous sont demandés, qui vous seront indiqués avant le début de l'épreuve. Donc, tout ce temps-là que vous allez consacrer à remplir votre feuille personnelle, ça sera du temps en plus que vous aurez pendant les 2 heures de l'évaluation. Aussi, en bas de chaque page, il y a une numérotation qui doit être faite. C'est vous qui devrez la faire. Donc celle-là, je vous conseille de la faire tout à la fin. Donc, une fois que vous aurez rempli, imaginons que vous ayez complété 4 feuilles recto verso, c'est-à-dire 8 feuillets. On va numéroter les feuilles 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8, 5 sur 8, etc. Donc, c'est très important de faire ça correctement puisque, comme vous le savez, les copies seront anonymisées et donc, il y a de la manipulation qui va être faite par des surveillants. Et si vous avez mal numéroté vos feuilles, il se peut qu'ensuite ce soit mal traité et que, par exemple, une feuille disparaisse et que, voilà, autant de points pourraient disparaître si jamais vous avez mal numéroté votre copie. Donc, pensez à numéroter correctement vos copies à la fin de l'épreuve. Ensuite, un conseil que j'aime bien donner à mes élèves, c'est lorsqu'on débute l'examen, forcément, il y a un stress qui est présent. C'est tout à fait normal, c'est même nécessaire
pour qu'on puisse se sublimer, hein, comme avant une épreuve, une compétition sportive. Avant un examen, il y a un stress qui est présent et donc il faut utiliser ce stress de façon intelligente. Donc pour être bien concentré, ce stress ne va pas être bénéfique. Donc on aura plutôt un déficit de concentration qu'un surplus de concentration. Donc, il va falloir arriver à se mettre dans l'examen, dans la rédaction de sa solution de ses solutions et pour ça, je vous conseille non pas de commencer par l'exercice 1, mais de commencer par l'exercice qui vous semble le plus abordable. Donc avant de vous lancer dans la rédaction de vos solutions, lisez rapidement en diagonale, les exercices qui vous sont proposés dans le sujet. Une fois que vous aurez pris, ces 5 minutes pour lire, rapidement l'énoncé, vous aurez une idée de la difficulté du travail qui vous est demandé et vous saurez quelles sont les parties où vous serez le plus à l'aise. Et là, je vous conseille de commencer par un exercice où il vous semble que vous êtes à l'aise. Alors si vous êtes aujourd'hui présent, avec moi lors de cet atelier de préparation du brevet, c'est que, vous êtes sérieux, vous avez bien travaillé toute l'année et vous continuez à bien travailler. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des exercices qui soient, trop difficiles pour vous et que vous n'arriviez pas à les résoudre. Donc ils auront tous une difficulté, très abordable, mais il y en aura forcément l'un ou l'autre qui vous semblera plus agréable, plus facile à faire et je vous conseille de commencer par celui-ci pour rentrer dans l'examen. Donc, il est tout à fait autorisé de commencer, sur sa copie par l'exercice 3 et d'enchaîner avec l'exercice 5, puis d'attaquer l'exercice 1 et cetera. Donc ce qui est important, c'est que vous notiez correctement le numéro d'exercice, que vous êtes en train de traiter et que quand vous allez passer à l'exercice suivant, que vous pensiez à noter le numéro de l'exercice, suivant que vous allez traiter. Voilà pour l'ordre des exercices. Ensuite, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble, tellement évident, mais pensez à emporter votre calculatrice. Heu, Elle vous sera certainement d'une grande aide. On verra dans le sujet de l'année dernière, comment, la calculatrice, pouvait nous aider, hein. On va corriger l'exercice dans son entièreté, mais on va quand même regarder quelles sont les possibilités qu'offrait la calculatrice et comment la calculatrice pouvait vous permettre de gagner du temps, de vous rassurer, de vérifier un résultat. Et donc pour avoir le droit d'utiliser sa calculatrice lors du brevet, il faut déjà que cette calculatrice soit une calculatrice collège. C'est beaucoup plus simple. Si vous avez une calculatrice lycée, il faudrait la mettre en mode examen et cetera. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc on part du principe que, étant donné que vous êtes élève au collège, vous avez une calculatrice collège, donc emportez votre calculatrice collège et il est impératif d'y, faire figurer, en rajoutant un petit autocollant ou une petite feuille que vous allez scotcher sur la calculatrice, de noter votre nom et votre numéro de candidat sur cette, calculatrice. Sur le couvercle également de votre calculatrice, hein. Souvent, le couvercle est amovible et peut se détacher de la calculatrice. Donc il faut que votre couvercle et votre calculatrice, possèdent, un même nom et un même, numéro de candidat et que ce numéro, correspond à celui qui est indiqué sur votre table. Donc, si ça, c'est pas fait, le surveillant peut très bien vous demander d'enlever cette calculatrice de votre table et vous interdire son utilisation. Donc, pensez à ajouter, quand vous aurez votre, convocation pour le brevet, de faire des petites étiquettes pour vos affaires personnelles, comme la calculatrice, que vous souhaitez pouvoir utiliser pendant l'épreuve. Voilà. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas, comme j'ai dit, rajoutez-les dans le chat et j'y réponds. Donc s'il y a des questions sur ces préliminaires, faites-moi signe et j'essaierai d'y répondre si j'en ai la capacité. Donc, le sujet de l'année dernière donc que j'ai choisi, donc c'est le sujet qui était,
le plus répandu, donc qui a été proposé en France métropolitaine, aux Antilles et en Guyane, se composait de 5 exercices. 5 exercices qui étaient chacun sur 20 points. Donc ça peut évoluer. Vous pouvez très bien avoir 7 exercices cette année. Normalement, il n'y a pas plus que 7 exercices. Mais voilà, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait par exemple 7 exercices. Ce qui est certain, par contre, c'est parmi tous les exercices, il y a forcément un exercice qui fera appel à des notions d'algorithmique et de programmation avec l'outil Scratch. Alors, le premier exercice, là je vous propose de traiter les exercices dans l'ordre, puisqu'on n'est pas stressé et il n'y a pas de raison de le faire dans un autre ordre. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder ce premier exercice qui était proposé en 2022. Alors, est-ce que c'est suffisamment grand pour que tout le monde arrive à le lire? Ou est-ce que je dois agrandir peut-être pour que ce soit plus clair? Donc, le problème. Ah, Arnaud a une question. Donc là, il faut agrandir. Ouais, voilà, j'ai agrandi comme ça. Donc Evan, j'espère que ça convient. Donc, on a une famille qui se promène au bord d'une rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Ils prennent des repères, comptent leurs pas et dessinent le schéma ci-dessous sur lesquels les points C, E et D, de même que A, E et B, sont alignés. Le schéma n'est pas à l'échelle. Alors, il y a beaucoup d'informations dans cet énoncé. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est toujours de refaire un schéma sur votre brouillon sur lequel vous allez indiquer et coder la figure, indiquer les longueurs et coder la figure. Donc ici, on imagine facilement une famille qui se promène au bord de la rivière, donc elle se promène entre A et B, là quelque part sur le chemin qui borde la rivière. Les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. Donc la largeur, c'est la longueur CA, ici. Et ils prennent des repères et comptent leurs pas et dessinent le schéma que l'on a là. C'est-à-dire avec les points C, E et D, le point D qui est là en bas, ces 3 points qui sont alignés, et les points A, E et B qui sont également alignés. Alors, le fait que les points soient alignés, à quoi est-ce que ça peut vous faire penser, ou pour quelle raison est-ce que, d'après vous, on a indiqué que les points étaient alignés? Vous pouvez répondre par le chat, hein. Ouais, ça nous fait appel à Thalès. Effectivement, quand on veut utiliser la réciproque du théorème de Thalès, on a besoin que les points soient alignés d'une certaine façon et d'avoir une configuration Thalès. Donc effectivement, le fait que C, E et D et A, E et B soient des points alignés, on retrouve une configuration de Thalès avec 2 triangles emboîtés, avec 2 triangles. Vous vous rappelez la configuration, comment elle s'appelle, hein? Elle a un nom, cette configuration de ces 2 triangles emboîtés de cette façon. On appelle ça une configuration papillon, exactement. C'est la configuration papillon. Donc, voilà. Alors, la première question que l'on trouve ici, démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. AC et BD sont parallèles. Donc, pour montrer que 2 droites sont parallèles, comment est-ce qu'on va faire? Alors, on aurait pu utiliser la réciproque de Thalès. C'est une propriété qui permet de montrer que 2 droites sont parallèles. Mais ici, quelles sont les informations qui permettent facilement de prouver que les droites CA et BD sont parallèles? Elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Effectivement, hein, CA, la droite CA et la droite BD sont toutes deux perpendiculaires à la droite AB. Donc, si 2 droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors ces 2 droites sont parallèles. Donc les droites CA
et BD sont donc parallèles. Donc, si vous voulez, dans le document qu'on vous enverra, que Estelle vous enverra à la fin de cette présentation, je vous ai rédigé la réponse de cette première question. Donc, pas la peine de prendre, de noter tout ce qu'on dit. Essayez de suivre et poser des questions. Et puis, la trace écrite, vous l'aurez au format numérique sans problème. Ensuite, deuxième question, déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Donc AC, la largeur de la rivière, c'est ce qu'on avait dit en lisant l'énoncé, que AC, c'était ce qu'on voulait mesurer, la largeur de cette rivière. Donc ici, on a donc reconnu qu'on était dans une situation de Thalès, avec ces deux triangles coupés par deux droites AC et BD parallèles. Donc, on a toutes les conditions qui sont réunies pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Et donc, on va pouvoir appliquer le théorème de Thalès avec ici le grand triangle AEC et le petit triangle EBD. On connaît deux longueurs sur le petit triangle, on connaît qu'une seule longueur sur le grand triangle et on cherche ici la deuxième. Donc, connaissant trois longueurs, on va pouvoir calculer la quatrième. Donc, on veut utiliser le théorème de Thalès, donc c'est la propriété qui est là. Quelles sont les conditions pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès? Pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès, il nous faut avoir une situation de Thalès, c'est-à-dire deux droites séquentes. Les droites AB et CD sont séquentes en E, et coupées par deux droites parallèles, les droites AC et BD. Donc ça, ce sont les conditions pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Comme les conditions sont réunies, d'après le théorème de Thalès, on va pouvoir donc appliquer le théorème de Thalès et exploiter sa conclusion. Donc la conclusion du théorème de Thalès, c'est que la longueur EC du petit triangle sur la longueur ED correspondante est égale au quotient de la longueur du grand triangle EA sur la longueur EB correspondante du côté du petit triangle et qui est égale à la longueur du troisième côté AC du grand triangle sur la longueur BD correspondante dans le petit triangle. Donc on a ces trois quotients qui sont égaux. Maintenant, on peut remplacer les longueurs qui sont connues, les 20 pas, 5 pas et 1 pas, qui correspondent à la longueur EA, EB et BD. Donc, en fait, c'est dans ce quotient-là qu'on va pouvoir remplacer les valeurs et utiliser nos connaissances sur les égalités de quotient pour trouver la valeur. Alors, on peut utiliser ce qu'on appelle la quatrième proportionnelle. Donc AC, c'est 20 fois 1 divisé par 5, ce qui fait 4. Ou alors écrire les égalités des produits en croix, puisque quand on a deux quotients comme ça qui sont égaux, les produits en croix sont égaux. Ça veut dire que 20 fois 1 est égal à 5 fois AC. Et donc, si 5 fois AC, c'est égal à 20, AC sera égal au quart de 20, c'est-à-dire au cinquième de 20, c'est-à-dire à 4. Donc avec la calculatrice, on aurait pu utiliser le menu proportionnalité ou quotient de la calculatrice. Alors ce menu-là, ceux qui connaissent, je ne donne pas de détails, mais pour les autres, il y a toujours A, B et C ou A, B et D sont les valeurs connues et X la valeur inconnue. Nous, notre valeur inconnue, c'est le AC, valeur qui est au numérateur. Donc, on est dans la première situation. On connaît un premier quotient, 20 sur 5, et on a AC sur 1. Donc, je choisis le numéro 1.
20 sur 5 au dénominateur 1. J'appuie sur exe et on me dit que x égale 4, c'est-à-dire AC égale 4. S'il y a des questions, notez-les et j'y réponds. Si je vois rien passer dans la partie messagerie, c'est que tout est OK, donc je poursuis, hein. Donc n'hésitez pas à m'interrompre. Je ne vais pas à chaque fois vous poser la question: «Est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il y a des questions?» Alors, dans l'énoncé, on nous dit que, pour les questions suivantes, on assimile la longueur d'un pas à 65 centimètres. Donc ici, on avait 4 pas pour la largeur de la rivière. Donc, si on veut calculer en centimètres la largeur de la rivière, il faudra faire 4 fois 65 centimètres et donc on a une largeur de rivière qui fait 265 centimètres. Alors, si on écrit directement le résultat, alors attention, c'est une très bonne question Mathilda. Effectivement, avec la calculatrice, on pourrait très facilement trouver les solutions et juste donner la solution, n'est pas très intéressant et forcément tu vas y perdre des points parce que ce que l'enseignant attend de toi, ce n'est pas que tu donnes des solutions, mais c'est bien que tu expliques ton raisonnement, comment tu es arrivé à telle ou telle conclusion. Ici, tu as utilisé le théorème de Thalès. Donc, pour utiliser le théorème de Thalès, on ne peut pas juste écrire l'égalité de Thalès ou juste donner la réponse 4 pas. Il faudra expliquer pourquoi est-ce que j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. On a expliqué tout à l'heure que les droites étaient séquentes en E, donc on est dans une situation de Thalès, coupées par des droites parallèles. Donc là, j'ai le droit d'utiliser le théorème de Thalès. Donc j'énonce quel théorème j'utilise et j'énonce ensuite la conclusion que me permet d'écrire le théorème de Thalès. Et ensuite seulement je remplace et je donne les solutions. Donc effectivement, non seulement la rédaction compte, mais je dirais même que la rédaction a été essentielle. Montrer que la longueur CE vaut 13,3 mètres. CE, donc c'est cette longueur-là. Donc on ne connaît pas grand-chose. On vient de calculer que CA était égal à 4 pas. Donc ici, on a CAE qui est un triangle rectangle en A où on connaît 2 longueurs. Donc là, vous me voyez venir, effectivement, on va utiliser le théorème de Pythagore. Alors, dans la rédaction, j'ai rédigé un petit peu tout ça et j'ai converti toutes les longueurs en pas, je les ai converties en mètres. Donc AC qui faisait 4 pas, donc AC, pour rappel, attendez, on va je joue avec les longueurs des fenêtres pour que vous voyez bien. Alors, AC, la largeur de la rivière, c'est 4 pas. On convertit 4 fois 0,65 mètres, ça fait 2,6 mètres. Et AE qui fait 20 pas, 20 fois 0,65, ça fait 13 mètres. Donc on connaît dans ce triangle CAE, on connaît AE, 13 mètres, et CA, 2,6 mètres. Donc là, pareil, vous avez la bonne idée d'utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle CAE. Donc là, quand on utilise un théorème, il faut préciser avant d'utiliser le théorème, préciser quelles sont les conditions pour avoir le droit d'utiliser le théorème de Pythagore. Pour utiliser le théorème de Pythagore, vous savez qu'il faut un triangle et il faut que ce triangle soit rectangle. Ici, on a bien un triangle CAE rectangle en A, donc je le précise. Donc, je peux utiliser le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire que CE au carré est égal à CA carré plus AE carré. Donc CE carré, c'est la valeur recherchée. On connaît AC, on remplace par 2,6. On connaît AE.
je fais la somme donc de ces deux carrés, je trouve 175/76. Et donc moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas CE au carré, mais c'est la valeur CE tout court. Et donc, quel est donc le nombre positif dont le carré vaut 175/76? Ben, c'est, par définition, la racine carrée de 175/76. Donc, votre calculatrice, évidemment, vous propose de calculer le carré et bien sûr la racine carrée d'un nombre. Donc, si je tape racine carrée de 176, ah, je me suis trompé, 175,76, votre calculatrice vous donne la valeur, l'écriture qu'on appelle l'écriture 2D, mais l'écriture exacte. Et en appuyant sur la touche de simplification, vous pouvez passer à l'écriture décimale de cette solution. Donc, dans la question, montrer que CE vaut 13,3 mètres en arrondissant au décimètre près. Alors, 13,3 au décimètre près. Donc, au décimètre près, comme 13, c'était des mètres, il faut qu'on aille jusqu'au décimètre, c'est-à-dire un chiffre après la virgule. Donc, si je coupe à un chiffre après la virgule, mon chiffre d'après, c'est un 5. Si c'est un 5, il faut donc que, en arrondissant, j'augmente d'une unité le chiffre des dixièmes. Donc, on pourra conclure que CE égale 13,13 mètres arrondi au décimètre près. On peut passer à la question 4. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace en ligne droite en 5 secondes jusqu'au point C. Donc, il le lâche au point E. Le courant emmène le bâton au point C. Calculez la vitesse du bâton en mètres par seconde. Alors, j'en profite juste pour parler un petit peu des unités. M/S, c'est une écriture qu'on ne devrait plus voir dans des documents officiels. Donc, c'est très étonnant que dans ce sujet, ils aient noté ça sous cette forme-là. Normalement, on aurait dû écrire M.S exposant -1, qui veut dire la même chose, mètres par seconde. Mais voilà, ne soyez pas étonnés si dans un énoncé, on vous écrira les choses sous la forme kilomètres par heure -1 ou des choses comme ça. Ouais. Alors au brevet blanc, tu as eu ça aussi, ouais, et malheureusement, ça ne devrait plus arriver. Donc ce sont des petites erreurs d'énoncé, qui peuvent des fois créer des ambiguïtés et des difficultés pour les élèves parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de voir un énoncé écrit sous cette forme-là. Ils ne sauront peut-être même pas à quoi ça correspond. Donc M.S exposant -1, ça veut tout simplement dire mètres par seconde. Pourquoi? Parce que le S exposant -1, c'est comme 1 sur S, ou S exposant 1 sur S exposant 1. Donc, c'est l'inverse de S. Donc, M fois l'inverse de S, c'est comme M divisé par S. Alors, si le bâton, il parcourt là, c'est 13,3 3 mètres en 5 secondes, ben, la vitesse, hein, ça s'exprime en mètres par seconde. Donc, au numérateur, on aura des mètres et au dénominateur, on aura des secondes. Donc, nous, on a 13,3 mètres pour la distance parcourue et 5 secondes pour le temps. Donc, le quotient 13,3 divisé par 5 nous donne 2,66 mètres par seconde. Donc, on n'a aucune conversion à faire et on a déjà la solution exprimée avec les bonnes grandeurs. J'en profite pour parler ici de grandeur composée, puisque une vitesse, c'est une grandeur composée. Une grandeur composée, ça veut dire que c'est constitué de deux types de grandeurs. M pour la distance, première grandeur, et S pour le temps. Et donc, une vitesse, c'est une distance divisée par un temps. C'est ce qu'on appelle une grandeur composée. On peut composer par la multiplication, on peut composer par la division. Donc, vous
vous avez peut-être rencontré déjà différents types de grandeurs composées, des grammes par mètre cube, des choses comme ça sont ce qu'on appelle des grandeurs composées. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Alors, la vitesse, on l'a exprimée, 2,66 mètres par seconde. Combien de kilomètres par heure ça pourrait ça pourrait correspondre? À nous de le vérifier. Alors, 2,66 mètres par seconde, ça signifie qu'en 1 seconde, le bâton, il parcourt 2,66 mètres. Or, en 1 heure, on sait qu'il y a 3600 secondes. D'où sort le 3600? En 1 heure, il y a 60 minutes et dans chaque minute, il y a 60 secondes. Donc 60 minutes fois 60 secondes, vous obtenez vos 3600 secondes. Donc, si pour chaque seconde, il parcourt 2,66 mètres, en 3600 secondes, il va parcourir 3600 fois 2,66, autrement dit 9576 mètres en 1 heure. Et pour avoir des kilomètres, il faut décaler la virgule de 3 rangs. Donc je vais diviser par 1000. Je vais obtenir 9,576 km par heure. Donc est-ce que le bâton se déplace à une vitesse inférieure à 10 km par heure? Oui, le bâton se déplace à une vitesse inférieure à 10 km par heure puisque 9,576 est bien inférieur à 10. Et oui, cet exercice est mélangé de plusieurs notions. Tu as tout à fait raison, Dan. Et ce sera souvent le cas. Ce qu'on attend d'un élève de troisième, en fin de troisième, c'est qu'il soit capable de faire le lien entre différents chapitres et d'exploiter des notions différentes et des propriétés, des théorèmes au fur et à mesure qu'il rencontre le besoin et non pas faire un exercice autour de Pythagore, puis un exercice autour de Thalès, etc. Donc c'est ça la grande difficulté du brevet, c'est peut-être, si vous n'avez pas été entraîné durant l'année, de devoir travailler comme ça plusieurs notions en même temps. Heu et ça, bah, vous faites bien aujourd'hui de le reprendre et de le travailler avec moi cet après-midi. Alors je vous propose de passer au deuxième exercice. Alors ici, c'était un QCM. Alors, le principe du QCM, je pense que vous connaissez tous, mais je vais quand même le dire puisqu'on le rencontre ici. Donc, c'est ce qu'on appelle un questionnaire à choix multiples. Aucune justification n'est demandée. OK. Attention, lisez bien l'énoncé à chaque fois. Des fois, on vous demandera une justification. Moi, à mes élèves, au dernier brevet blanc que je leur ai fourni, je leur ai donné un QCM à faire, mais je leur demandais quand même une trace de justification. Donc pas une justification dans le détail, mais je leur demandais une trace de justification. Donc attention, lisez bien l'énoncé et regardez bien ce qui est attendu de vous. Ici, on attend juste que une des réponses soit recopiée sur la copie, le numéro de la question et de la réponse. Donc on attendait que vous recopiez le numéro de la question, 1, et que vous mettiez A, B ou C. Donc un A, un B ou un C, c'était la réponse attendue. Et ensuite 2A, B ou C pour la suivante, etc. Donc question, on considère deux figures. Par quelle transformation la figure 2 est-elle l'image de la figure 1? Donc en gros, comment on passe de 1 à 2? Donc, vous voyez les petites flèches, ça peut être un bel indice. Quel autre indice permet de répondre qu'il ne s'agit pas d'une homothétie, par exemple? Pourquoi on peut se dire qu'il ne s'agit pas ici d'une homothétie?
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est la réponse A, mais pourquoi c'est pas la réponse B? Alors, si j'ai pas la réponse, je vais la donner moi. Parce que ce n'est pas un agrandissement. Très bien, Zoé. Effectivement, si on avait eu une homothétie, la figure 1, en devenant la figure 2, aurait dû être soit agrandie, soit réduite. Ici, on voit que les deux figures-là sont superposables. Donc, il n'y a pas eu d'agrandissement ni de réduction. Donc ça, c'était un indice. Du coup, ça aurait pu être une symétrie axiale, parce que quand on a une symétrie axiale, ou une symétrie centrale d'ailleurs, il n'y a pas d'agrandissement-réduction non plus. Alors, si ça avait été une symétrie axiale, j'aurais repéré quel est l'axe. Et ici, on voit bien que les deux figures sont orientées dans le même sens. S'il y avait une symétrie axiale, on aurait ce point-là qui aurait pu passer ailleurs. Enfin bon, voilà. Ça pourrait être une symétrie axiale, mais ça n'en est pas une. Il n'y a pas d'effet miroir. Et avec la symétrie axiale, il faudrait pouvoir plier l'ensemble suivant l'axe et obtenir deux figures superposables. Et ici, on ne voit pas où pourrait être l'axe qui permettrait de superposer ces deux images. Alors, la réponse, c'est la réponse A par déduction, mais aussi, on voit bien que la figure 1 a subi un glissement. J'ai quelqu'un qui me l'a dit tout à l'heure, oui, Dan. La figure 1 a subi un glissement de B vers B', ou de A vers A', ou de E vers E'. C'est exactement à chaque fois le même glissement. Et du coup, ce glissement, c'est la caractéristique de la translation. Donc effectivement, la figure 2 est l'image de la figure 1 par la translation qui transforme B en B', ou qui transforme A en A', ou qui transforme E en E'. Donc la réponse A, c'était effectivement la bonne réponse. Alors, je relis juste mon corrigé pour me rappeler qu'est-ce que j'avais. Ah oui, je me souviens que j'avais quelque chose à vous dire à ce sujet-là. Donc, quand on a une translation, vous avez toujours, entre la figure d'origine et la figure image, vous avez un parallélogramme qui se dessine. D'ailleurs, c'est comme ça, si on n'avait pas eu le quadrillage, c'est comme ça qu'on aurait construit l'image de la figure 1 par la translation qui transforme B en B'. Donc, si on imagine que B' existe et qu'on veut chercher l'image du segment BA, on va tracer le parallélogramme à partir de ce côté et de ce côté. Donc, on va tracer la parallèle à BB' passant par A. Ça va nous donner AA'. Et on va tracer la parallèle à BA passant par B'. Et on va trouver A'. Donc, à chaque fois que vous avez un déplacement, un glissement, chaque fois que vous avez une translation, vous avez entre le point de départ et son image un parallélogramme qui s'affiche. Dans la question 2, on considère la représentation graphique de la fonction g. Quel est l'antécédent de 2 par la fonction g? Donc, la fonction g, sa représentation graphique est ici. 2, l'image 2 se lit sur l'axe des ordonnées. Et donc, on revient sur la courbe et on lit l'abscisse C1. Donc, l'antécédent de 2 par G est 1. Réponse B. On peut aussi dire que l'image de 1 par G vaut 2. Quelle est la nature de cette fonction? De quel type de fonction s'agit-il?
Fonction affine, SWAD, pas tout à fait, c'est plus précisément une fonction linéaire. En effet. Pourquoi? Parce que sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine. Une fonction affine, c'est sa représentation graphique est également une droite, mais qui ne passe pas par l'origine. Ensuite, soit f la fonction qui a x associe 3x² moins 7. Quelle affirmation est correcte? 29 est l'image de 2 par f de 3 égale 20, f est une fonction affine. Alors, f est une fonction affine, on peut tout de suite le supprimer puisque une fonction affine, c'est de la forme a fois x plus b, et là, on a du a fois x au carré, donc ça ne colle pas. Donc, on peut calculer quelle est l'image de 3. L'image de 3 par f, donc on va calculer 3 au carré fois 3. Donc 3 au carré, ça fait 9 fois 3, ça fait 27. 27 moins 7, ça fait 20. On a trouvé que l'image de 3 était 20. 29 est l'image de 2 par la fonction f. Bah, il suffit de remplacer x par 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 3, 12. 12 moins 7, 5. Donc 5 est l'image de 2 par la fonction f. Donc ce n'est pas la bonne solution. Avec la calculatrice, on aurait pu utiliser l'outil calque. Donc en calculant l'expression de 3x² moins 7, puis calque en cherchant l'image de 3, donc on remplace x par 3, on trouve 20. Si je remplace x par 2, comme c'était proposé ici, on trouve 5 et non pas 29. Question 4, on a relevé les performances en mètres obtenues au lancer de poids par un groupe de 13 élèves. Quelle est la médiane de cette série? Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler quelle est la méthode pour calculer la médiane d'une série statistique? Il n'y a pas de réponse, donc je vais le noter moi. Ah, il faut les ranger par ordre croissant. Oui, effectivement, il faut ranger les valeurs par ordre croissant. Donc, c'est ce que j'ai fait ici dans la correction. Donc, on a ici les données rangées par ordre croissant. On a 13 valeurs au total. La médiane étant la valeur qui se situe au milieu de cette série ordonnée. Donc, au milieu, quand on a 13 valeurs, la valeur du milieu, c'est la 7e. Parce qu'on aura 6 valeurs avant la médiane, 6 valeurs après, et donc une valeur qui est la médiane, qui sera donc la 6 plus 1e, c'est-à-dire la 7e valeur. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e valeur, c'est donc 4,91 mètres. Donc la 7e valeur, c'est 4,91 mètres. On dit que 4,91 est la médiane des lancers. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la valeur médiane des lancers est de 4,91 mètres? En attendant que vous me répondiez à cette question, je vais utiliser l'outil statistique de la calculatrice pour saisir cette série statistique et lui faire les calculs. Donc, on a une seule variable ici, c'est la distance atteinte par le lancer de poids. Et donc, je vais saisir rapidement les valeurs. Pendant ce temps, vous allez m'écrire ce que signifie que la médiane est de 4,91 mètres. Autrement dit, je vous demande d'interpréter ce résultat. Qu'est-ce que ça signifie concrètement par rapport à notre énoncé? Il y a autant de valeurs supérieures ou inférieures à 4,91. Oui, mais là, tu ne me réponds pas, Inès, tu ne réponds pas à ma question qui est d'interpréter concrètement par rapport
à l'énoncé qui était: on a obtenu, au lancer de poids par un groupe de 13 élèves, ces longueurs-là. Qu'est-ce que ça veut dire 4,91 c'est la médiane? On a autant d'élèves qui ont lancé à plus de 4,91 m que d'élèves qui ont lancé leur poids à moins de 4,91 m. C'est ça qu'on attend de vous, comme interprétation. Donc, j'ai saisi toutes les valeurs dans l'ordre dans lequel elles étaient énoncées dans le document, heu, dans l'énoncé tout simplement et donc, avec l'outil, de la calculatrice option, j'utilise le numéro 3, calcul à une variable et là apparaissent toute une série d'éléments statistiques. La moyenne, donc en moyenne, les élèves ont lancé à 4,85 m et si on fouille un petit peu, on voit qu'il y a ici la médiane, 4,91 et N qui est l'effectif total, on voit qu'il y avait 13 lancés, donc on a oublié personne. On peut passer à la question 5. On considère la configuration suivante dans laquelle les triangles LAC et BUT sont semblables. Donc ces deux triangles sont semblables. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils sont semblables? Donc pour répondre à Fabienne, les statistiques, c'est dans le menu 2. Une variable. Effectivement, deux triangles sont dits semblables lorsqu'ils ont les mêmes mesures d'angle. Donc l'angle A et l'angle U sont égaux, l'angle L et l'angle B sont égaux, l'angle C et l'angle T sont égaux. En gros, on a fait un zoom, on a agrandi le triangle LAC et on a obtenu ça. C'est ce que fait votre appareil photo quand il prend en photo un monument. Vous le récupérez sur votre petite photo imprimée. Évidemment, votre impression n'a pas la taille du monument et pourtant le monument, il a conservé toute sa forme originelle. Et en fait, ce qui a été respecté, ce sont uniquement les mesures d'angle. Alors, par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle LAC pour obtenir l'aire du triangle BUT? Alors, avant de pouvoir répondre à cette question, il faut se poser la question, si ces deux triangles sont semblables, c'est que pour passer de la longueur AC à la longueur UT, je vais multiplier par un coefficient qui sera le même que pour passer de la longueur AL à la longueur UB et qui sera le même que pour passer de la longueur LC à BT. On dit que les longueurs sont proportionnelles. Donc les longueurs des côtés des triangles sont proportionnelles. Donc si on multiplie ici par, pour passer de 2,4 à 7,2, on a multiplié par 3. Donc on va multiplier par 3 pour passer de 2,1 à 6,3 et on va multiplier par 3 pour passer de 2,5 à 7,5. Donc pour les longueurs, on a multiplié par 3 et donc pour les aires, on va multiplier par 3 au carré, c'est-à-dire 9. Donc la réponse attendue, c'était 9. Donc dans la correction, je voulais bien noter, quand on multiplie les longueurs par 3, les aires sont multipliées par 3 au carré. Et donc si on avait une figure en 3 dimensions, si les aires sont multipliées par 3 au carré, les volumes seraient multipliés par 3 au cube. Alors, un petit mot de vocabulaire, on dit que AL et UB sont deux côtés homologues. AL et UB. De même, AC et UT sont deux côtés homologues. Ça, c'était pour le petit plus. Pour votre connaissance. Alors, un collectionneur de Pokémon
compte ses cartes afin de les revendre. Et elle possède 252 cartes de type feu, 156 cartes de type terre, parmi 3 positions suivantes, laquelle correspond à la décomposition en produit de facteur premier du nombre 252. Alors, pour trouver la décomposition, on a ce qu'on appelle l'algorithme de décomposition en produit de facteur premier. Donc, votre calculatrice peut être d'une grande aide puisque si vous saisissez la valeur et que vous appuyez sur la touche décomp, votre calculatrice vous donne la décomposition de 252 en produit de facteur premier. Donc 2 au carré fois 3 au carré fois 7, 2 au carré fois 3 au carré fois 7, donc c'est la proposition 3 qui est la bonne. Il suffisait de répondre ceci pour avoir l'ensemble des points. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait? Ben, l'algorithme vous dit, vous prenez le nombre, vous regardez s'il est divisible par 2. Est-ce que 252 est divisible par 2? Oui. Donc, je divise par 2 et je me note un premier 2. Je continue. 126, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui. Je note un deuxième 2 dans ma décomposition et je continue. Est-ce que 63 est divisible par 2? Non, parce que ce n'est pas un nombre pair, il ne finit pas par un nombre pair. Est-ce que, du coup, on se pose la question, est-ce qu'il est divisible par le prochain nombre premier? Après le 2, on a 3. Est-ce que c'est divisible par 3? Oui. Donc, je divise par 3 et je me note un petit 3. Est-ce que 21 est divisible par 3? Oui. Je divise par 3 et je continue. Est-ce que c'est encore divisible par 3? Non. Donc, je vais regarder si c'est divisé par le prochain nombre premier. Est-ce que c'est divisible par 5? Non. Donc, je regarde le prochain, 7. Est-ce que c'est divisible par 7? Oui. Je divise par 7. Je me note 7. J'obtiens 1. Quand j'obtiens 1, mon algorithme est terminé. Et j'ai trouvé toute ma décomposition en produit de facteur premier. Ce sont tous les nombres premiers par lesquels j'ai fait les divisions. Et j'obtiens donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Pour 156, on fait pareil. On divise par 2 une fois, 2 fois. On ne peut pas plus. Est-ce qu'on peut par 3? Oui. Est-ce qu'on peut encore par 3? Non. Par 5? Non. Par 7? Non. Par 11? Non. Par 13? Oui. Et du coup, on a la décomposition en produit de facteur premier qui est 2 fois 2 fois 3 fois 13. Donc 156, si je demande sa décomposition en produit de facteur premier, la calculatrice va vous répondre 2 au carré fois 3 fois 13. Donc là, on voit que la calculatrice est d'une très grande aide puisqu'elle vous donne la réponse avec précision. Maintenant, elle veut réaliser des paquets identiques, c'est-à-dire contenant chacun le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu en utilisant toutes ces cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Donc, peut-on faire 36 paquets? Ben, là, dans la rédaction que je vous ai proposée, je vous ai posé la division euclidienne de 252 par 36. Qu'est-ce qui se passe? On a 7 paquets, le quotient est 7, il reste 0. Donc ça se passe bien. 252, les cartes de type feu, on va pouvoir les faire 36 paquets. 56, est-ce que je peux faire des paquets de 36? Je peux en faire 4, mais il me restera 12 cartes non utilisées. Donc, je ne vais pas pouvoir faire des paquets de 36 puisque mon 156 n'est pas divisible par 36. Quel est le nombre maximum de paquets qu'on va pouvoir réaliser? Donc, on va devoir chercher quel est le plus grand nombre qui divise à la fois 252 et qui divise 156. Alors, on a un outil avec la calculatrice, on le verra plus tard, mais ça se voit dans la décomposition en produit de facteur premier. Il suffit de regarder qu'est-ce qu'on a en commun. Le 2 au carré, il est en commun. Le 3 au carré, non. Mais il y a juste un 3. Donc, je vais prendre le 2 au carré qui est commun et le 3 qui est commun. 2 au carré fois 3, ça fait 4 fois 3, ça fait 12. Donc, 12 est le diviseur commun à 252 et 156. Donc, pour ça, on a un outil sur la calculatrice qui vous donne
le plus grand diviseur commun à 252 et à 156. C'est le PGCD de ces deux nombres. Donc, le plus grand diviseur commun à 252 et 156, c'est bien 12 qu'on avait pu observer dans la décomposition en produit de facteur premier. Donc, elle pourra faire 12 paquets contenant exactement le même nombre de cartes feu et de cartes terre. Donc, 252 divisé par 12, ça fait 21. Il y aura donc 21 cartes feu. Et 156 divisé par 12, ça fait 13. Il y aura donc 13 cartes terre dans chaque paquet. Donc, dans les 12 paquets, ils seront constitués de 21 cartes feu et 13 cartes terre. Elle choisit maintenant au hasard une carte parmi toutes ces cartes. On suppose les cartes indiscernables. Calcule la probabilité que ce soit une carte de type terre. Alors, des cartes de type terre, on en a 156. Donc, la probabilité, ça sera de tirer. On a 156 chances de tirer une carte terre sur 408 au total. Donc, 156 sur 408, c'est la probabilité. On a l'habitude de simplifier les fractions. Donc, 156 et 408, les deux ont un facteur 12 en commun. On peut simplifier. Donc, ça fait 13 sur 34. Donc, votre calculatrice, si vous lui donnez 156 sur 408, elle vous donnera directement l'expression simplifiée de la fraction. Alors, l'exercice suivant, on a deux figures géométriques, un rectangle et un carré, et on vous demande de donner l'expression algébrique de l'aire du carré. Alors là, c'est un petit peu insultant, hein. L'aire du carré, c'est côté fois côté, donc ici, c'est x fois x, donc c'est x carré. Et l'aire du rectangle, ben, c'est la longueur fois la largeur, donc x moins 3 facteur de x plus 7. Donc, ce qu'on attendait de vous ici, pour pouvoir dire est-ce que c'est égal à x carré plus 4x moins 21, c'était de voir si le développement nous donnait bien cette expression. Donc, x moins 3 facteur de x plus 7, il faut utiliser la double distributivité. Donc, x facteur de x plus 7 moins 3 facteur de x plus 7. On simplifie, on obtient bien l'expression qui était proposée. Alors, je reviens rapidement à la question de Yacine. Yacine, pour faire la décomposition de 156, tu tapes 156 exécuté et ensuite tu tapes sur seconde décomp et tu obtiendras la décomposition de 156 en produit de facteur premier. Il n'y a pas de quoi. Donc, on a un programme Scratch. L'utilisateur a rentré une valeur de x. Écris sur ta copie les contenus des cases vides, donc les cases de la ligne 5, 6 et 7. Donc, vous pourrez essayer avec votre logiciel Scratch en ligne de reproduire cet algorithme. Je vous le conseille d'ailleurs, hein, c'est comme ça on peut faire des petits essais. Et du coup, ce qui était attendu dans les cases, c'était 4, moins 21 et R. Tout simplement parce que ce qu'on voulait, c'était que à partir du moment où on donnait la valeur de x, que le programme renvoie l'aire du rectangle. L'aire du rectangle, c'était x moins 3 facteur de x plus 7, c'est-à-dire x carré plus 4x moins 21. Et donc, x carré, c'est ce qu'on a obtenu en prenant x fois x. On l'avait stocké dans R. Donc, dans R, pour l'instant, il y a x carré. On veut ajouter 4x. Donc, on va mettre un 4 ici. Comme ça, on va rajouter 4x à R. Donc, dans R, on aura x au carré plus 4x. Et ensuite, on va encore ajouter moins 21 à R pour avoir x carré plus 4x plus moins 21. Autrement dit, moins 21. Et du coup, quand on exécutera ce programme,
quand tu donnes une valeur pour x, il va te remplacer, substituer x par cette valeur et calculer x carré plus 4x moins 21 qui correspond à l'aire du rectangle. Donc, on a pressé la touche espace. Donc, quand on appuie la touche espace, il y a ce programme qui s'exécute. Et donc, il y a une question qui apparaît, combien vaut x? On saisit le nombre 8. Ça veut dire que la réponse qui est donnée par l'utilisateur, c'est-à-dire 8, elle va être stockée dans la variable petit x. Et donc, après, cette variable petit x, elle est multipliée par elle-même, ça va faire 8 fois 8, qu'on va stocker dans R. On va rajouter 4x, donc 4 fois 8, on va rajouter 32. Et après, on va rajouter moins 21 et on obtiendra l'aire du rectangle quand x vaut 8. Donc x carré plus 4x moins 21 quand x vaut 8. On peut le faire avec l'outil calque de la calculatrice et on obtiendra 75. Donc pour finir, pour quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Donc, si on veut que ces deux formes géométriques aient la même aire, il faut que x au carré plus 4x moins 21 soit égal à x au carré. Donc, pour résoudre cette équation, on va enlever x carré à chaque membre. On se retrouve avec 4x moins 21. On va ajouter 21 à chaque membre. On se retrouve avec 4x égale 21. Et enfin, on va diviser par 4 chaque membre et on va se retrouver avec x égale 21 quarts. Donc, x égale 5, 25. Donc, quand x égale 5, 25, l'aire du rectangle ici et l'aire du carré seront égales. Voilà pour cet exercice. Donc, on n'a pas eu le temps de traiter l'exercice 5, mais je vous l'ai résolu dans le document qui va vous être transmis. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous étudiez l'exercice et la correction, et que s'il y a des questions, vous m'envoyez un petit message. Je vous répondrai avec plaisir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez revenir la semaine prochaine. Et ce que je peux faire la semaine prochaine, c'est commencer par l'exercice 5 et ainsi, j'aurai répondu à tout le monde. Ou alors, on se retrouve le 14 juin. Si je ne dis pas de bêtises, je vais juste vérifier que c'est bien cette date-là que j'avais dans mon agenda. C'est bien ça. Donc, on se retrouve le 14 juin pour une nouvelle séance avec un nouvel énoncé. Et si vous avez des questions, je pourrais revenir sur l'exercice 5 de cet énoncé 2022. Voilà, donc j'espère que j'ai pu vous aider dans cette préparation. Et je vous dis à très bientôt. Alors non, Laetitia, je ne donne pas de cours de physique-chimie. J'essaye déjà de bien faire mon travail en mathématiques et c'est pas toujours facile. Donc non, non, je m'occupe uniquement des maths. C'est très gentil, tous vos remerciements. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Bonne journée.